On va parler du métier de développeur advocate et puis en particulier comment moi je le conçois et comment je le fais chez Google, surtout l'aspect boucle de feedback où on essaie d'améliorer nos produits. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera et donc je serai ravi après de pouvoir répondre à vos questions. Merci. J'aimerais vous parler de ma vision de la Developer Advocacy. Comment j'imagine ça sous forme de boucle de feedback, boucle de retour, de rétroaction. Parfois ça ressemble un petit peu à un grand 8, d'où l'image d'intro. Moi je m'appelle Guillaume Laforge, vous me connaissez peut-être pour avoir co-créé le langage Apache Groovy. Vous écoutez peut-être le podcast Les Cascodeurs, mais dans ma vie professionnelle je suis développeur advocate chez Google, dans la partie Google Cloud. Je me focalise sur tous les produits serverless, donc si vous souhaitez déployer des applications, des fonctions, des containers dans le cloud et ceux de manière serverless, je vous invite à jeter un coup d'œil à ces technologies. Je suis tombé un peu dans la développeur advocacy un peu par hasard, par inadvertance, un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. C'est en travaillant sur le projet Groovy, où j'ai essayé de faire connaître ce langage aux développeurs, lors des conférences, en écrivant des articles, en faisant des démos. Et ce qui était intéressant, en fait, c'était que le feedback que j'avais des gens que je croisais au meet-up, etc., en fait, je m'en servais pour améliorer le langage, pour faire évoluer la roadmap, pour ajouter des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc je faisais déjà la développeur advocacy, en tout cas comme je vais vous la raconter ici, sans vraiment m'en rendre compte, un peu comme Monsieur Jourdain de Molière, qui faisait de la prose sans le savoir. Donc c'est grâce à ce projet, ce processus, que j'ai commencé à voir cette boucle de feedback, d'amélioration continue, grâce au retour qu'on peut avoir sur le terrain. Donc cette boucle, vous l'avez peut-être déjà vu, ce genre de diagramme-là en électronique ou même en mécanique, si vous avez étudié ça. Il y a quelque chose en entrée, quelque chose en sortie, il y a une amplification, mais on reprend un peu de la sortie pour remettre, réinjecter dans l'entrée, pour faire évoluer le signal. Donc mon parallèle avec l'advocacy, en fait, c'est ça, on travaille effectivement sur le projet pour le promouvoir, etc. Mais c'est pas qu'un monologue, c'est une conversation, parce qu'on essaie d'améliorer l'histoire qu'on raconte. Donc quand on raconte une histoire à des enfants, on écoute les retours, on essaie d'améliorer l'histoire, de faire évoluer pour qu'elle plaise encore plus, mais c'est pas seulement changer l'intonation, faire des pauses, faire des mimiques, etc. C'est vraiment éventuellement changer l'histoire complètement, rajouter des rebondissements, donner du caractère au personnage, ou même changer la fin, pourquoi pas. Donc c'est un petit peu ça, c'est faire en sorte que le feedback est bien entendu et remonté à la source pour améliorer les produits, pour que les développeurs soient heureux. Je vais faire un petit disclaimer aussi. Il y a plein de définitions de développeur advocacy. Il y en a qui parlent d'évangélisme technologique. Moi, j'aime pas trop ce terme à cause des connotations. Et pour moi, c'est plus la partie top-down où on fait de la présentation, mais pas forcément la partie bottom-up où on ramène du feedback. Donc, je préfère développeur advocacy que évangélisme. Mais voilà, si vous vous demandez à 100 personnes, vous allez avoir 100 définitions différentes, mais il n'y a pas une seule manière de faire, ou en tout cas il y a différentes pratiques. Et moi ce que je veux au travers de cette keynote, en tout cas, c'est de vous expliquer comment moi je le fais dans mon boulot, quoi. Je voudrais aussi souligner à qui en fait les développeurs advocates ou les developer relations sont rattachés. Alors c'est pas forcément partout pareil, mais voilà, des fois les gens se disent, bon, Developer Relations, ah ouais, c'est un peu des commerciaux, ils sont en train de nous vendre leur sauce, etc. Ouais, non, pas vraiment, parce que en fait, moi, je vais pas toucher de prime ou quoi que ce soit si j'aide à signer un contrat avec un client. Mais par contre, j'ai des métriques qui sont, voilà, par exemple, le nombre de développeurs que j'ai touché, tout bien tout honneur, hein, à qui j'ai parlé, quoi. Le nombre d'articles que j'ai écrits, le nombre de vues que j'ai sur mes vidéos, les interactions que j'ai sur les réseaux sociaux, etc. Alors vous pouvez peut-être vous dire, ah ouais, mais ça c'est des métriques de marketing, hein. Donc je fais partie du marketing. Non, non plus. Même si bon, on a des métriques similaires, moi mon audience, les gens techniques, les développeurs, les ops, etc., les data scientists, mon but c'est qu'ils rencontrent le succès dans ce qu'ils entreprennent, dans les projets sur lesquels ils travaillent. Tant mieux s'ils utilisent mon produit, mais s'ils l'utilisent pas, bon bah tant pis, au moins j'aurais réussi à leur apprendre quelque chose, à proposer des bonnes pratiques, etc., à faire évoluer l'utilisation de telle technologie, etc. Alors après, si ça utilise mes produits, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, mais si j'ai pu vous aider au travers d'une réponse sur Stack Overflow ou un forum à faire ce que vous vouliez, eh bien, je suis content. Même si ça, c'est difficilement mesurable en termes de métriques, en tout cas, ça me satisfait.
Du coup, est-ce que on fait partie de l'engineering? Et moi, en tout cas, chez Google, c'est le cas. Les développeurs advocates sont des ingénieurs. Donc moi, j'ai suivi des études d'ingénieur. Hein. J'ai pas fait de vente, de commerce, de marketing ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est plus facile aussi de montrer finalement de l'empathie auprès des développeurs si moi-même je suis un développeur, parce que je parle le même langage. On peut parfois contribuer au même produit en tant qu'ingénieur, en tout cas, on peut contribuer aux produits qu'on promeut ou qu'on essaie d'améliorer. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas un ingénieur que vous pouvez pas être un bon développeur advocate. La qualité première d'un développeur advocate, c'est de savoir faire preuve d'empathie pour aider les utilisateurs. Et aussi, c'est bien de savoir raconter des belles histoires. Par exemple, parler de bonnes pratiques, de choses comme ça. Et à l'occasion, bah tiens, si vous utilisez tel produit, vous pouvez atteindre ce but-là, ces bonnes pratiques-là. Et puis, être un développeur, ça me permet aussi d'avoir plus de crédibilité auprès des développeurs à qui je parle, évidemment. On a aussi beaucoup de contacts avec le product management, le leadership. Alors, on n'est pas forcément des PM, des product managers, des product owners, mais on essaie d'influencer la roadmap grâce, en fait, en synthétisant les contributions qu'on recueille sur le terrain, des développeurs qu'on rencontre, etc., pour améliorer, encore une fois, les produits. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'on le fait chez Google. C'est là où je vois cette boucle de rétroaction, où je présente des choses sous différentes formes, mais aussi, avec différents outils qu'on va voir aujourd'hui, je remonte du feedback pour essayer d'améliorer les produits. Et un petit clin d'œil aussi, le métier de développeur advocate, c'est aussi pas mal de voyages, souvent. Donc on n'est pas forcément, dans les métriques, on n'est pas mesuré au nombre de visas qu'on a sur nos passeports. Et puis avec la pandémie, ça a pas mal changé notre job, notre façon de communiquer, d'interagir avec les gens. Et puis on essaie aussi de voyager moins pour avoir un impact moins dévastateur sur la planète en utilisant moins l'avion. Mais bon, parfois il faut bien voyager. Donc voilà. Même de chez soi, de son canapé ou là de mon bureau, de ma chambre, on peut rencontrer des développeurs. Je vous vois aujourd'hui, on aura un petit moment pour des questions-réponses. Et on peut faire plein de choses quand même malgré tout à distance. Et en tout cas, on est tous différents. Il y a différentes manières de contribuer, il y a différentes pratiques, différentes solutions qu'on peut mettre en place. Il n'y a pas qu'une manière de faire. Il y a de la place pour tout le monde, qu'on soit développeur ou pas. On peut contribuer et faire de la développeur advocacy, partager ses connaissances, etc. Et en tout cas, c'est un boulot où on bosse beaucoup avec plein d'autres équipes, donc marketing, commerciaux, les consultants, les tech writers qui écrivent la doc, le leadership. C'est un métier qui est très intéressant, qui est assez central. Et justement, je vais vous faire une petite carte aussi pour représenter un petit peu ça. Donc nous, notre but, c'est de faire en sorte que les développeurs, d'apporter, en anglais on parle d'empowerment, on essaie comment on pourrait dire, de rendre, en tout cas, de donner des super pouvoirs aux utilisateurs pour qu'ils atteignent leur but, pour qu'ils créent leur projet, qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire. D'essayer de donner des clés pour débloquer des portes qui les gênent. On essaie de rendre les clients, la communauté, les utilisateurs heureux. Et on a plein d'outils à notre disposition pour ça. Donc j'en ai déjà cité plusieurs pour la partie qu'on appelle en anglais external outreach, que certains appellent évangélisme, où voilà, on va écrire des articles, faire des vidéos, des tutos, répondre à des questions sur Stack Overflow, etc. Donc là c'est outward, c'est-à-dire vers l'extérieur. Mais il y a aussi tout un tas d'autres outils qu'on va voir ensemble pour remonter le feedback et pour améliorer les produits. Donc ma petite carte que je voulais vous montrer, ma boucle de rétroaction, j'ai mes trois petits personnages que je vais vous présenter. Donc là en haut on a le product leadership, l'engineering, les CTO, les ingénieurs aussi qui bossent sur les produits. En bas on a notre communauté, nos utilisateurs, nos clients, et au milieu il y a les développeurs advocates. Si on regarde bien, on voit qu'il y a un nuage blanc là au-dessus avec les deux premiers personnages. C'est la société, la boîte pour laquelle vous bossez. C'est une première équipe, mais si on regarde, en fait, il y a quand même la deuxième équipe qui est la communauté des utilisateurs. Et en fait, vous faites partie de cette communauté-là en tant que développeur advocate. Vous représentez cette communauté en interne auprès de ceux qui sont tout en haut, le product leadership. Donc vous êtes la voix de la communauté. Vous essayez d'étendre, vous essayez de faire en sorte que la voix de cette communauté, de ces utilisateurs, est entendue par les chefs de projet, etc. Donc comme disait l'external outreach, c'est ma flèche vers le bas. Donc on va produire voilà, des démos, des vidéos, des articles, des tutoriels, de la doc, des code samples, des talks, des présentations, des workshops. On fait plein de choses.
Donc là, ça descend vers le bas. On est la voix de la société, on présente les technos aux utilisateurs, etc. On essaie d'être honnête, et on essaie de se mettre dans les baskets, dans les chaussures des utilisateurs, pour essayer de résoudre des problèmes concrets que ces utilisateurs ont. Mais il y a aussi voilà, la boucle de rétroaction où la flèche remonte pour clore la boucle de feedback. Donc là, vous connaissez peut-être moins certains de ces outils là que je vais vous décrire. Je vais passer plus de temps là-dessus. Mais en tout cas, ça fait partie intégrante du boulot de développeur advocate. Il y a des choses que vous connaissez très bien, hein, simplement ouvrir des tickets dans un bug tracker, ça vous le faites tout le temps, ou participer à un programme d'early access sur un produit où on va pouvoir collecter votre feedback. Ça aussi vous le faites, mais il y a des choses là qu'on va voir, par exemple les friction logs, les customer empathy sessions, etc. Ça c'est des choses que vous connaissez peut-être pas et qu'on pratique nous chez Google et que je vais vous présenter. Mais en tout cas, que vous soyez l'utilisateur final ou que vous représentiez votre produit, vous faites en sorte que vous pouvez faire en sorte que ce genre de pratique soit mise en place, en tout cas dans votre société. Ça peut être très utile pour améliorer, faire de l'amélioration continue des projets, des produits sur lesquels vous travaillez. Et puis aussi, quand on automatise un petit peu ce genre de pratique, on peut aussi traquer le succès ou non de ce feedback que vous avez pu remonter, donc voir si des bugs sont clos, si les bonnes personnes ont commenté sur un friction log, etc., pour essayer de voir si l'influence est réelle. Donc voilà un peu la big picture. Et on va regarder un peu plus en détail certaines de ces pratiques. Je vais commencer par les friction logs. Alors ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup chez Google, pas que dans Google Cloud, mais je l'ai vu chez Android, Chrome ou ailleurs. Donc le but, c'est de rendre les développeurs heureux. Donc pour qu'ils soient heureux, il faut qu'il y ait une bonne developer experience. Donc on travaille souvent avec des UX designers, les product managers, etc. pour améliorer cette developer experience. Mais en tout cas, on veut éviter qu'il y ait de la friction quand vous utilisez un produit. Donc on va créer des rapports décrivant ce qu'on a essayé de faire et là où ça marchait, où ça marchait pas. Et on essaie de souligner aussi ce qui marche, hein, ce qui est important également. Donc je vais vous montrer un vrai friction log que j'ai écrit il y a un certain temps, où j'utilisais Cloud Functions et Node.js, et il y avait quelques petits soucis. Donc un friction log, en fait, c'est un document partagé dans lequel on a différentes métadonnées sur l'environnement, etc. La date, le nom de l'utilisateur, le titre du scénario. Ce document, il va être partagé avec des PM, des tech leads, etc. Mais il est partagé vraiment très largement, on arrose beaucoup de monde, c'est quelque chose de très visible. Un truc qui est important, en fait, c'est quand on raconte, on souligne, on surligne les choses qui se passent bien ou ce qui se passe moins bien. Donc en vert, c'est ce qui était super, qui a bien marché, il faut le souligner aussi. On n'est pas là que pour dire ce qui marche pas. En orange, c'est là où on va perdre du temps, où il y a un truc qui est pas clair, où il y a un petit bug qu'on a rencontré, on a essayé de trouver un workaround ou quelque chose comme ça. Et en rouge, là, c'est des trucs, si on n'était pas, si on travaillait pas sur le produit, enfin, on arrêterait complètement, on n'irait même pas plus loin. Ou des fois, on n'arrive pas à aller plus loin, on n'a pas réussi. Le rouge, c'est vraiment les trucs rédhibitoires qui fonctionnent pas. Et ensuite, quand on a fait ça, donc voilà, on surligne les choses. Et aussi, un truc important, c'est d'essayer de commenter, de rajouter en commentaire, en fait, de taguer des personnes. Par exemple, je sais que le PM va être intéressé par ce feedback. Je sais que l'ingénieur qui travaille sur telle fonctionnalité, ça va être important qu'il voit ce commentaire-là, là où il y a des problèmes. Parce que ils vont pouvoir intervenir sur ce document et dire ah oui, là il y a un problème, là on est en train de travailler là-dessus, là il y a déjà un bug d'ouvert. Mais en tout cas, suite à ça, vous pouvez également associer à ce rapport des tickets de bugs justement pour essayer de me remonter les différents problèmes, expliquer comment reproduire, etc. Donc ça, les friction logs, c'est vraiment super. Donc vous essayez de faire quelque chose et vous notez tout ce qui se passe et vous pouvez montrer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et j'ai un collègue aussi qui a fait une version vidéo, c'est une sorte de vlog qui crée des friction logs, mais en mode vidéo. Donc on peut se filmer avec son outil et définir des sections qui montrent là où ça marche, où ça marche pas. Ce qui est intéressant avec la vidéo, en fait, c'est que concrètement, on va voir peut-être le nombre de what the fuck par minute. Putain, je suis en train de faire tel truc, ça marche pas du tout. Oh, là, je cherche à droite à gauche dans tous les tabs de mon navigateur pour trouver la bonne doc ou je sais pas quoi. Et on va voir concrètement là où on perd du temps, là où ça n'a pas marché. Alors que souvent dans un doc, c'est plus une synthèse qu'on a pris le temps d'écrire. Alors que des fois avec les vidéos, on voit vraiment concrètement. Ouh là là, alors attends, ah oui, là j'ai cliqué là, alors qu'on le voit pas forcément sur un document. Et après cet outil-là, bon, c'est un petit outil interne, mais il produit également le friction log comme on l'a vu le précédent. Que je vous ai montré. Donc on peut utiliser aussi la vidéo pour ce genre de truc-là. L'approche friction log,
En fait, on peut l'utiliser aussi, enfin surtout par exemple la partie code de couleur, on peut l'utiliser pour toute autre sorte de reporting. Donc par exemple, quand je fais un voyage pour une conférence ou que j'ai fait un atelier chez un client, je peux pouvoir synthétiser aussi le feedback que j'ai eu, les problèmes qu'on a rencontrés, etc. Et je peux utiliser la même approche qu'un friction log pour faire ce report. Et c'est très 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 utile et en particulier avec le code de couleur, c'est un truc familier pour les en interne en tout cas. Et donc ce que je voudrais aussi dire, c'est que on a aussi en interne, on a même quelques personnes qui s'occupent de collecter tous ces sortes de reports et en fait d'en faire la synthèse pour les traquer et pour voir si le feedback a eu un impact sur le produit, s'il a été utile, si on l'a pris en compte, etc. Donc on fait un vrai suivi. C'est pas juste je balance au-dessus de la barrière mon friction log. L'idée c'est quand même de faire un suivi et de voir s'il y a une action, un résultat qui en sort. Ça c'est la bonne approche, en tout cas d'essayer d'automatiser ça, cette approche friction logesque. L'autre truc c'est qu'on fait chez nous, c'est les Customer Empathy Sessions. Donc c'est vraiment se mettre dans la peau des clients, dans les baskets des clients. En fait l'idée c'est, donc il y a une sorte de scénario, des fois c'est un peu comme les Critical User Journey, CUJ, il y a différents noms pour ça. C'est-à-dire on crée à l'avance un scénario et on rassemble en fait des gens, différentes personnes, en général par équipe de 3 voire plus, mais il faut au moins 3 personnes, où on rassemble des product managers, des PO, des ingénieurs, des gens de DevRel, des tech writers, etc. Et en fait l'équipe, il y a au moins 3 rôles, chacun a un rôle pour créer le projet qu'on souhaite créer ensemble, plusieurs équipes de 3, avec donc un développeur, celui qui va vraiment coder le truc, on a un scribe qui va noter ce qu'on fait, toutes les étapes, ce qu'on a cherché, ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, et on a aussi une personne, un chercheur qui cherche sur internet la solution au problème, une réponse sur Stack Overflow, qui cherche dans la doc pour comment faire quelque chose. Ce qui est intéressant en fait, c'est que donc après, les différentes équipes vont comparer leurs copies, etc. Mais les stakeholders, par exemple les PM, vont vraiment voir, ah ouais, non, là, donc notre produit il est bien, mais effectivement, là, il y a de la friction quand on fait telle chose. Ou les SWE, les software engineers, les ingénieurs, ils vont voir, ah ouais, moi je me focalise sur cette fonctionnalité-là, mais effectivement, j'ai pas vu que c'était plus compliqué à utiliser que ce qu'on imaginait. Donc ça permet en tout cas de sortir un peu le nez du guidon, de sortir de son silo, parce que des fois on est dans un silo et quand on veut faire un vrai use case, ça va utiliser plein de produits développés par différentes équipes, différents silos. Et en fait les Customer Empathy Sessions, c'est vraiment super pour montrer ce que vivent nos utilisateurs au quotidien, c'est-à-dire la frustration ou parfois la joie d'utiliser un produit. Mais voilà, l'idée c'est de ressentir la même souffrance que les utilisateurs, de montrer de l'empathie envers eux et de mettre leurs chaussures pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc ça, on le fait souvent, une fois de temps en temps pour tel ou tel produit ou des groupes de produits. Customer Empathy Sessions. Après, voilà, on peut faire des choses scalable, comme créer des vidéos qui sont vues par des milliers de personnes, parce qu'elles ont une bonne durée de vie. Il va y avoir pendant des semaines, des mois, on va avoir des gens qui vont regarder. Mais parfois, faire des choses qui sont pas scalable, se focaliser juste sur une personne, et une personne en particulier, des fois, ça peut faire une grosse différence. Par exemple, moi, j'avais donné une conférence, j'avais présenté des technos, etc., des API. J'ai discuté avec un participant après ma présentation, et il avait un besoin particulier. Et je pensais que je pouvais l'aider, que je pouvais, qu'on avait aussi un produit qu'on était en train de développer qui pouvait être utile pour lui. Et en fait, on avait un early access programme pour ce produit-là, et je l'ai onboardé sur ce produit, sur cet early access. Et en fait, avec le cas concret qu'il avait pour son entreprise, cette personne a permis en tout cas d'améliorer le produit avant qu'il soit sorti. Et l'année d'après, ce qui était marrant, c'était que cette personne que j'avais rencontrée, son entreprise, c'était un des case studies, une des success stories, j'utilise des mots anglais, mais un des témoignages clients qu'on mettait en ligne, c'était le sien. Et en plus, on l'a fait venir sur scène pour parler l'année suivante à la même conférence de comment il avait utilisé ce produit-là. Et en tout cas, grâce à son feedback, on avait réussi à améliorer le produit pour qu'il soit un bon produit pour son use case. Donc c'est vrai que ce que j'appelle le hallway track, c'est ça, c'est les gens qu'on rencontre à des meet-up, à des conférences, de passer du temps avec eux. Une autre approche, c'est les office hours, où en fait on bloque du temps dans son calendrier et qu'on ouvre au public en quelque sorte, et on dit voilà, moi je me spécialise là-dessus, moi je regarde les produits serverless, si vous avez des questions sur serverless, je serais ravi de prendre un créneau dans mon agenda et discuter avec vous.
Alors, moi j'ai des collègues qui font ça, moi je l'ai pas trop fait parce que je suis un peu timide, j'ai un peu peur de pas savoir répondre aux questions parce que on a toujours plein de produits et c'est difficile d'avoir réponse à toutes les questions, mais j'ai quelques collègues qui se spécialisent par exemple sur Cloud Run, sur les bases de données dans le cloud, etc. et qui font ça. Et c'est une manière en tout cas de collecter du feedback, que ce soit dans les couloirs des conférences, que ce soit en ligne avec des office hours, il y a différentes manières évidemment de collecter ce feedback. Ce qui est, alors, au-delà une autre manière en quelque sorte de connecter du feedback, parfois ça peut passer par la création d'un nouveau produit. Donc on peut identifier en discutant avec les développeurs, avec les utilisateurs, un gap, un manque fonctionnel. Ce serait bien qu'il y ait tel produit. Et en fait, parfois on va éventuellement le prototyper, essayer de créer un proto d'une fonctionnalité qui manque. Et après, on peut éventuellement faire évoluer ce proto et en faire un vrai produit si on arrive à convaincre le leadership de créer ce produit-là. Moi, j'ai deux de mes collègues. Il y en a un qui travaille dans le gaming. Il a proposé, il a fait un premier proto, en tout cas, d'un nouveau produit spécialement pour la verticale gaming. Et après, il y a eu toute une équipe d'ingénieurs, de product managers, etc., qui ont repris ça. Mais c'est un développeur advocate qui a créé ça. C'était aussi une manière de récupérer le feedback des utilisateurs, c'est-à-dire oui, il y a tel manque, alors comment on pourrait faire, on va le co-développer ensemble, et après de créer des nouveaux produits. Donc il y a ça, il y a un produit de secret management qui a aussi été créé par un de mes collègues. Où je vais prendre un autre exemple plus personnel, moi il y avait une API Java sur laquelle, pour un nouveau produit, j'avais une idée bien prédéfinie, bien arrêtée sur ce que je pensais être une bonne API pour nos développeurs Java, pour nos utilisateurs Java. Et en fait, j'ai prototypé cette API-là, et je l'ai proposée. Et il m'a fallu 1 an pour convaincre un peu tout le monde de créer cette API, mais au final, c'est mon API qui a été reprise après par les ingénieurs et tout. Mais voilà, parfois, il faut mouiller le maillot, il faut être un petit peu l'acteur du changement si on veut que les produits soient améliorés. Donc voilà ma boucle de feedback, quelques pratiques que peut-être vous ne connaissiez pas forcément. En tout cas, c'est là que ma boucle se termine. Je vais clore cette keynote avec quelques petites remarques ou même du vécu. Des fois, comme on dit en anglais, la preuve est dans le pooling, dans le sens où c'est pas que ses propres intuitions de développeur, sa propre expérience en testant les produits, mais c'est collecter du vrai feedback terrain avec des vrais retours clients. Et souvent, ça a plus de voix que sa propre voix. Si ça vient des clients, ça a plus de valeur aux yeux du leadership. Et puis souvent, si c'est un client qui a de l'argent, forcément, ah tiens, il y a de l'argent, ça a plus de chances de marcher que si c'est moi, pauvre petit développeur advocate, qui dit bon, voilà comment on va faire. Donc voilà, la preuve est dans le pudding. Parfois c'est super, on écoute notre feedback, nos idées sont implémentées, c'est top, c'est le nirvana, youpi, on a un vrai impact. Mais parfois, dans le monde idéal, ça marche pas toujours, dans la vraie vie, on va se prendre des murs. Donc on essaie de faire du mieux, mais notre feedback n'est pas toujours pris en compte, ça peut être un peu frustrant. Dans les grosses boîtes, on travaille souvent dans des silos, très compartimentalisés, je sais plus comment on dit. C'est pas toujours évident de trouver les bons interlocuteurs, donc il faut pas mal de persévérance des fois. Faut aussi des fois choisir ses batailles, on peut pas tout gagner sur tous les fronts. Mais en tout cas, il faut essayer d'être résilient, parce que des fois, faut revêtir son armure et avoir beaucoup de patience pour arriver à faire avancer les choses. Mais en tout cas, on est content quand on y arrive. Donc voilà ma petite boucle de feedback. J'espère que ça vous a intéressé. Vraiment, notre idée, c'est de rendre les développeurs heureux, les utilisateurs heureux, en améliorant les produits. Donc c'est là où la boucle de feedback se ferme. Et cette boucle est importante. C'est pas juste de présenter des choses, des technos, des produits, mais c'est vraiment d'améliorer aussi les produits en eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.